Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. L'humanité tout entière est menacée. Ces mots graves de l'ONU cet après-midi sont là pour rappeler que c'est désormais un tiers de la population mondiale qui se retrouve confinée. La France doit se préparer à un effort long, a dit aujourd'hui le Premier ministre, alors que l'Inde, deuxième pays le plus peuplé au monde, est passé ce matin au confinement. Désormais, les regards se tournent vers l'Afrique, mais aussi vers les États-Unis. Le pays s'attend à une forte vague de contamination qui pourrait, selon l'OMS, devenir le nouvel épicentre de la pandémie. Et le ton monte dangereusement entre Washington et Pékin, qui se renvoient la responsabilité quant à l'origine de l'épidémie. Alors comment le virus s'étend-il sur la planète inexorablement? Comment Donald Trump prépare son pays à l'explosion du nombre de malades? La lutte contre le virus peut-elle créer des tensions internationales? Une guerre mondiale, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Pascal Boniface. Vous êtes géopolitologue, directeur de l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Je cite votre livre « 50 idées sur l'état du monde », publié aux éditions Armand Collin. Karine Lacombe, vous êtes chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine et vous avez intégré le comité d'analyse, recherche et expertise mis en place hier à l'Élysée. Philippe de Sertine est en direct avec nous, directeur de l'Institut de haute finance, professeur à l'Institut d'administration des entreprises de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et puis Marie-Paule Kieny, vous êtes virologue, directrice de recherche à l'INSERM, experte en stratégie de santé publique et vous avez été responsable des systèmes de santé et de l'innovation à l'OMS. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. C'est une guerre mondiale et on a tous le même ennemi, Pascal Boniface. Oui, c'est une guerre qui est à l'échelle mondiale, puisque, effectivement, comme vous l'avez dit, un tiers de l'humanité est confiné. On n'a pas de précédent. Non. On n'a pas de précédent, sauf en cas de guerre mondiale, où effectivement les gens ne bougent pas, restent chez eux et ils sont sur la ligne de front. Et donc d'avoir une activité humaine immobile sur une aussi grande échelle, c'est tout à fait sans précédent. Donc on voit bien que c'est une guerre à l'échelle mondiale, c'est une guerre contre la maladie, mais ce n'est pas une guerre entre les États. On n'est pas au bord de l'affrontement entre puissances qui dégénèrent en combat militaire, même si on voit bien, comme vous l'avez dit aussi dans votre présentation, qu'il y a une tentation, aussi bien à Washington qu'à Pékin, de rejeter la responsabilité sur l'autre et d'en profiter pour régler des comptes. Mais on voit bien quand même que par rapport à cet ennemi, le monde doit s'unir. Parce que l'ennemi, c'est la maladie. Ce n'est pas un autre pays, ce n'est pas un autre peuple. Et donc, ce n'est que par l'union qu'on pourra s'en sortir avec des solutions communes et agréées. Donc, c'est une guerre à l'échelle mondiale contre la maladie. Ça aurait été plus précis, c'est ça que vous voulez entendre. Nous, on a utilisé cette expression, une guerre mondiale, parce que tous les chefs d'État ont utilisé cette expression-là. Le chef d'État, évidemment, Donald Trump, le président de la République française, nous sommes en guerre. Nous sommes évidemment en guerre contre un ennemi commun qui est le virus. L'humanité entière est menacée, ce sont les mots de l'ONU aujourd'hui. Alors on se dit, quand on lit ces phrases-là, qu'on prépare une émission comme celle-ci, on se dit jamais j'aurais imaginé, moi, lire une phrase comme celle-ci. Je vous le dis sincèrement. L'humanité entière est menacée. Oui, quand on voit l'étendue de la pandémie ces dernières semaines, depuis qu'elle a émergé en Chine, et surtout son extension extrêmement rapide, ça fait un peu blitzkrieg, comme cette ancienne expression, en très très peu de temps, le virus cet ennemi commun de toutes les nations s'est répandu et on voit que ça suit également beaucoup les routes de transmission. C'est passé de l'Asie, donc c'est parti de l'Asie, puis ça atteint l'Europe et ça franchit l'océan Atlantique et puis on voit que ça progresse de plus en plus vers le sud et d'ailleurs on est très inquiet pour nos collègues africains. Et nous, on va en parler longuement ce soir. On va en parler tout à l'heure, qui ont commencé à se préparer, mais au-delà de la préparation, en particulier sur le plan biologique, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est la préparation du système sanitaire en lui-même. Philippe de Sertine. Oui, le terme de guerre, il est utilisé aussi par, d'ailleurs, le grand plan économique des États-Unis. Je crois que quand on parle d'économie, en l'occurrence, on doit dire à quel point, oui, la guerre, mais c'est pas une guerre en fait, parce que quand vous avez une guerre, l'économie continue, ce qui ne s'est jamais produit dans l'histoire. Ou alors, je dis vraiment, vous voyez, si on regarde une similitude avec le passé très très lointain, ce serait la grande peste des années 1347-1350. C'est-à-dire un moment où l'économie s'arrête totalement. Ça ne s'est jamais produit. Vous voyez, quand vous êtes en temps de guerre, l'économie, elle fonctionne pour la guerre.
mais elle fonctionne. Là, cette fois-ci, on est dans quelque chose effectivement de totalement inédit, je le répète, qui nous renvoie très très loin dans le passé. Et là, pour le coup, quelque part, nous n'avions absolument aucune statistique. Avec, on l'a dit en débutant cette émission, ce chiffre qui paraît absolument incroyable, un tiers de la population mondiale, Philippe de Sertine, est aujourd'hui à l'arrêt, est aujourd'hui confiné. Et rappelons que ce tiers, alors si l'on considère que la Chine redémarre, ce qui n'est pas encore totalement vrai, ce tiers, c'est aussi le tiers le plus productif. Et plus on va aller, on va dire, dans les jours qui viennent, notamment si les États-Unis s'arrêtent, ça veut dire qu'en termes de production de la richesse mondiale, on sera bien au-dessus du tiers. Il est vrai évidemment ensuite que les 2 tiers qui resteront sont notamment les pays les plus pauvres qui vont se trouver touchés ou qui sont déjà touchés par la pandémie. Et là, évidemment, lorsque l'arrêt de production de richesse sera total, ce sont les pays pauvres. C'est toujours comme ça dans les épidémies du point de vue de l'histoire. Ce sont toujours les plus pauvres qui sont les plus grandes victimes, que ce soit dans les populations ou que ce soit du point de vue international. Et ça, c'est sûrement une préoccupation majeure que nous devons avoir pour, on va dire, le temps d'après qui commence dès aujourd'hui. Marie-Paule Kenny, quand on a commencé à aborder ces sujets, vous étiez d'ailleurs là au tout début, où on a commencé à parler de cette épidémie, notamment qui est partie de la Chine, on se disait il y a peut-être certains continents, certains pays qui vont y échapper. Et là, on voit bien que, je le rappelle, que l'ONU disait l'humanité entière est menacée, que petit à petit, quand on regarde cette carte de la contamination, eh bien, ce virus suit lentement, inexorablement son chemin et finit par contaminer l'ensemble des continents et l'ensemble des pays. Alors c'est exact qu'on voit les taches qui grossissent dans tous les continents, mais pour le moment les pays ne sont pas tous frappés avec la même intensité. Et ça, on ne sait pas en fait comment va évoluer l'infection. Est-ce qu'il y a même un petit composant de saisonnalité? Ça, on n'en sait encore rien du tout. Il y a aussi des grandes différences dans les taux de mortalité. Donc, c'est une épidémie qui, pour le moment, est contrastée, mais qui, effectivement, devient mondiale. Ça, c'était prévisible? Que ce soit contrasté, alors qu'elle devienne mondiale, oui, qu'elle devienne mondiale. Absolument. Il n'y a pas de surprise sur la propagation et le rythme de la propagation du virus. Oh ben non, on a bien vu. Moi, je ne suis pas du tout étonnée que les États-Unis arrivent juste après nous. Et puis surtout que ça aille ensuite vers l'Afrique. Ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, il y avait beaucoup d'échanges entre la Chine et l'Afrique, beaucoup plus intenses que ce qu'on a à l'esprit habituellement. Et c'est assez étonnant que l'Afrique n'ait pas été en première ligne plutôt que ça. On a justement parlé de cette saisonnalité et en fait, on revient un peu sur ce facteur qui probablement n'influence pas tellement l'évolution de l'épidémie. Et ça, on va en parler encore une fois de l'Afrique. Mais je voudrais d'abord qu'on dise un mot sur l'Inde. L'Inde, deuxième pays le plus peuplé au monde. Alors depuis le début, tous les experts qu'on recevait sur ce plateau nous disaient que se passe-t-il en Inde? 1,3 milliard d'habitants qui sont aujourd'hui confinés. Oui. Avec d'une part déjà un déni au départ en Inde, comme dans d'autres pays, comme aux États-Unis, comme au Brésil, comme au Royaume-Uni, puisque Modi a dit que non, l'Inde n'était pas atteint. Donald Trump était en visite, il a fallu attendre le départ de Donald Trump pour reconnaître que oui, quand même, il pouvait y avoir quelque chose. Alors, le confinement, quand même, quand on connaît la situation en Inde, ça va être un peu compliqué. Aller confiner le bidonville de Bombay, ça va être un peu compliqué. Et donc, par rapport à la concentration humaine, par rapport à l'état quand même de l'habitat, dans de nombreuses villes, dans de nombreuses concentrations urbaines. Là, le retard à l'allumage qu'a accepté de faire le gouvernement indien pour ne pas être mis en cause, pour ne pas affoler les marchés, l'opinion risque de coûter assez cher parce qu'il est quasiment impossible de confiner une population qui est très resserrée autour les uns des autres et dont très franchement, les conditions d'habitat sont très souvent rustique pour employer un understatement. Karine Lacombe, qu'est-ce qu'on sait de la contamination en Inde? Jusqu'à présent, il y avait très peu de cas avérés. On n'en sait rien? À mon avis, on n'en sait rien. Je pense que le système de surveillance n'est probablement pas extrêmement efficace dans les zones les plus reculées, les zones les plus peuplées qui sont les plus pauvres. Donc je pense qu'on n'en sait rien. Marie-Paule Kenny? Non, je suis bien d'accord, on n'en sait rien. Mais on n'en sait rien. Du coup, quand on travaille à l'OMS, on n'a aucune indication. C'est-à-dire que si ça se trouve, l'Inde est un point très fort de contamination, comme a pu être Wuhan ou comme le sera peut-être les États-Unis. On n'a aucun moyen quand on travaille à l'OMS. Je rappelle que vous l'avez fait.
Il n'y a pas d'enquêteurs de l'OMS qui peuvent aller voir ce qui se passe dans un pays comme l'Inde? Bien sûr, et l'OMS a un bureau en Inde, mais on ne sait pas, on sait que ce n'est pas atteint un point qu'on a actuellement en Europe, parce que ça, ce serait très visible, mais il y a très peu de tests comme dans d'autres pays, donc en fait, on sait qu'il y a des cas, mais savoir à quel point l'infection a pénétré les communautés, ça, on ne le sait pas encore. Philippe de Sertine, c'est assez inquiétant ce qu'on entend sur ce plateau ce soir, c'est-à-dire qu'en gros l'Inde dit on va se confiner, d'ailleurs ces mots du président indien, souvenez-vous qu'un seul pas hors de chez vous peut ramener la maladie dans votre foyer. Le message va sans doute passer auprès de la population indienne avec les réserves que vous édictiez tout à l'heure. Philippe de Sertine, c'est quand même incroyable de dire on ne sait pas ce qui se passe en Inde. Non, ça, je crois que vraiment la question indienne est une question importante. Vous avez dit le président, c'est le Premier ministre d'ailleurs, qui est M. Modi qui dirige l'Inde, et quelqu'un aussi qui a arrangé dans le camp des dirigeants compliqués. On voit que partout où il y a eu des problèmes de communication, ce sont souvent des dirigeants qui sont compliqués. Et il faut rappeler aussi évidemment que l'Inde, dans la grande épidémie, alors évidemment, quand vous dites l'épidémie, la planète en danger, on n'est pas dans une peste, c'est-à-dire avec 30% des gens qui meurent. C'est beaucoup plus faible que ça. Mais par exemple, quand on regarde l'épidémie de la grippe espagnole en 1918-1919, l'Inde a été le premier pays touché en nombre. Donc, il est évident que, d'ailleurs, vraiment, il y a beaucoup de similitudes quand on regarde. Et on a bien eu l'Inde qui était arrivée plus tard, mais qui avait eu un bilan extrêmement lourd, lié évidemment aux conditions de vie. Et là, pour le coup, le Brésil aujourd'hui a une population beaucoup plus importante qu'à l'époque, et on peut craindre que les bidonvilles au Brésil posent autant de problèmes qu'en Inde, comme en Afrique. Et je crois qu'évidemment, quand on parle de l'Afrique, c'est le problème du confinement quand on est avec des zones de bidonvilles. En tout cas, après 2 mois de confinement, les Chinois de la province du Hubei ont eu l'autorisation de quitter la région. Mais au moment où certains sortent de la crise, d'autres s'y préparent. Ce matin, ce sont 1,3 milliard d'Indiens, on l'a dit, qui sont priés de rester chez eux. Romain Besnénou et Christophe Roquet. New Delhi, la capitale indienne de 16 millions d'habitants, méconnaissable. Depuis ce matin, l'Inde est intégralement verrouillée. C'est le plus gros pays du monde à opter pour le confinement total. Près d'1,5 milliard de personnes contraintes de rester chez elles. Restez à la maison et ne faites qu'une seule chose, restez chez vous. Transport public suspendu, usines et bureaux fermés. Et comme en Europe au début de la crise, les mêmes scènes de panique. Dès l'annonce du Premier ministre indien, des milliers d'habitants se sont rués sur les magasins d'alimentation, redoutant une pénurie. Les gens paniquent. Au lieu d'acheter 2 kilos de nourriture, ils en prennent 20 kilos chacun. On essaye de les raisonner, mais personne ne nous écoute. Avec l'Inde, c'est désormais 1/3 de l'humanité qui est confinée. 2,5 milliards de personnes dans plus de 40 pays à travers le monde. Ici, Buenos Aires, dépeuplé. Londres, vidé. Même les plages de Floride sont désertées. Aux États-Unis, le confinement se fait État par État. À New York, en Californie ou dans l'Illinois, environ 40% de la population américaine est confinée chez elle. Les stars d'Hollywood ne font pas exception. Nous devons tous rester chez nous. Il faut arrêter la propagation du virus et nous n'y arriverons que tous ensemble. Je vois toujours des vidéos montrant des gens dehors, en terrasse, en train de profiter et de se réunir. C'est vraiment pas malin. C'est comme ça que vous attraperez le virus. Mais au pays de Terminator, avec l'angoisse du confinement, on se rue sur les armes à feu. C'est un tel cauchemar qu'on se dit c'est maintenant ou jamais. Les gens se comportent comme des zombies. Ils prennent n'importe quoi. Peu importe le modèle de l'arme ou sa taille, tout ce qu'ils veulent, c'est être armés. Autre ambiance en Turquie, où seules les personnes âgées sont confinées. Pour éviter de sortir, les habitants d'Istanbul ont mis au point un dispositif d'entraide. Les courses sont livrées à la fenêtre et par panier. Au Royaume-Uni, le gouvernement s'est enfin résolu à décréter le confinement de sa population pour 3 semaines, alors que le prince Charles, héritier du trône, vient d'être testé positif. Le coronavirus a fait plus de 400 morts outre-Manche.
Si un ami vous propose de le voir, vous répondez non. Ne voyez pas non plus les membres de votre famille s'ils n'habitent pas avec vous. N'allez plus faire les courses, sauf pour les produits essentiels, comme l'alimentaire ou les médicaments. À l'heure où les pays d'Europe, comme la France ou l'Espagne, s'attendent à un confinement prolongé, à 10 000 km de là en Chine, le berceau de l'épidémie revit. Dans la province du Hubei, les habitants sains ont à nouveau l'autorisation de sortir de chez eux depuis ce matin. Ils ont vécu plus de 2 mois en confinement total. Juste une petite correction, Karine Lacombe, j'ai dit que vous étiez membre du comité d'analyse, recherche et expertise mis en place hier à l'Élysée, mais c'est Marie-Paule Kenny qui est avec nous ce soir et qui a intégré ce comité. Voilà pour la rectification et pardonnez-moi pour ça. Cette question, la Chine pourra-t-elle éviter une seconde vague? Alors, Karine Lacombe. Écoutez, on espère avec les, Ils ont l'air avec les moyens qu'ils vont éviter une seconde vague. Donc, ils ont l'air de croire qu'ils peuvent continuer, qu'ils peuvent reprendre une activité normale. Oui, alors éviter la seconde vague, c'est une seconde vague de personnes qui reviendraient dans la zone infectée. Hein, on est bien d'accord. C'est pas une voilà. Et que s'ils lèvent l'isolement, s'ils lèvent le confinement, c'est parce qu'ils pensent que toutes les personnes qui ont été confinées sont soit malades guéries, soit ne sont plus malades, enfin ne sont pas malades et n'ont pas été en contact avec des personnes malades. Donc c'est plutôt des personnes qui viendraient de l'extérieur et qui contamineraient. Je pense que s'ils le disent, vu les moyens qu'ils ont, c'est qu'ils se sentent capables maintenant d'isoler, enfin en tout cas de diagnostiquer et d'isoler les personnes qui reviendraient dans la zone et qui seraient potentiellement affectées. Donc oui, je pense qu'on peut leur faire confiance sur ce plan-là. Parce que je trouve qu'ils ont quand même maîtrisé une épidémie majeure, finalement, dans un temps qui n'est pas si long que ça. Après, quand même, avoir beaucoup tardé initialement, on est bien d'accord. Pascal Boniface, la Chine repart, en tout cas, veut envoyer le message qu'elle repart. Ah, complètement. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un retard à l'allumage d'environ une semaine. Les lanceurs d'alerte ont été critiqués pour porter atteinte à la réputation de l'État, etc. Et ensuite, les leçons du SRAS ont été retenues et le pouvoir a été beaucoup plus réactif qu'en 2003. Aussi parce qu'entre 2003 et 2020, il y a beaucoup plus d'internautes chinois. Il y a aussi une population qu'on ne manipule pas totalement. Et puis, en fait, c'est aussi une réaction pas seulement chinoise, c'est une réaction asiatique. Parce que on a dit que la Chine avait des méthodes autoritaires, oui, c'est vrai, mais on voit qu'en Corée du Sud et Taïwan, qui sont deux véritables démocraties avec des sociétés civiles extrêmement puissantes, là aussi, il y a des moyens extrêmement intrusifs dans la vie privée des gens. Et je crois que c'est un modèle de société en fait asiatique où le groupe est plus important que l'individu. On a vraiment deux types de réactions tout à fait différentes. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans un premier temps, c'est l'individu avant tout. Et puis l'économie avant tout. Oh, s'il y a des vieux qui meurent, tant pis, etc. Donc c'est vraiment le principe de l'individu qui est roi. Et dans les sociétés asiatiques, c'est non, le groupe l'emporte sur l'individu. Et donc on voit que la Corée du Sud, dont il faut parler et rendre hommage à ce pays... c'est devenu un modèle. Hein. Mais oui, c'est devenu un modèle parce que... Alors, ils ont eu des méthodes intrusives sur le téléphone portable, etc. Mais n'empêche que le nombre de morts pour 50 millions d'habitants, pour un pays qui a été contaminé, sur lequel on avait les plus graves inquiétudes, eh bien, ils s'en sont sortis. Donc, il faut, et à Taïwan aussi, il semble s'en être sorti. Et donc, ceci dans une démocratie. Dans une démocratie, nul ne met en doute le caractère totalement démocratique de la Corée du Sud et la puissance de la société civile, des syndicats, des ONG, etc. Donc là, on a un peu, finalement, il y a deux modèles. Un modèle asiatique de réaction de groupe, avec des méthodes autoritaires, y compris dans les pays démocratiques, avec une exception. Et là, on aura à terme la question de se poser jusqu'où va-t-on admettre des restrictions aux libertés pour lutter contre les pandémies. On a eu ce débat sur le terrorisme. On va l'avoir sur les maladies, de la même façon. Et donc le modèle, je dirais, libertarien qu'incarne Boris Johnson ou Donald Trump en disant non, non, continuons. Donald Trump qui dit nous, notre pays, c'est la liberté, il faut qu'on puisse aller et venir, même si là, il revient en arrière. Mais c'est la Californie, c'est la ville de New York qui a pris des mesures de confinement. Et on va en parler. Pas l'État américain. On va en parler. Juste un mot, Philippe de Sertine, sur ce qui est en train de se passer en Chine. Vous aviez l'air tout à l'heure de mettre en doute le fait que ça reparte vraiment. Oui, c'est-à-dire, lorsqu'on évoque la Chine, et je crois que vraiment Pascal Boniface a raison de parler de l'Asie et notamment de la Corée du Sud, qui à mon sens sont différentes de la Chine. En Chine, on a vraiment eu, on le sait, et c'est toujours évidemment compliqué de le savoir immédiatement, mais on a souvent les informations avec un peu de retard, des tensions très fortes au sein du Parti communiste et au sommet du Parti communiste, notamment autour de Xi Jinping.
les mesures qui ont été prises ont été discutées et on s'est rendu compte du point de vue économique quelles étaient les conséquences. Et on a eu une réunion au sommet du Parti communiste, les 7 membres les plus importants qui ont dit on ne peut pas continuer comme ça, on va à une catastrophe économique absolue. Et donc l'idée a été de toute façon il fallait repartir. Et je crois que là c'est pour ça qu'en Chine il faut être très très attentif. On sait que les Chinois ont géré les statistiques du point de vue de la réalité de l'épidémie, de la manière dont elle s'est développée, y compris d'ailleurs à Pékin ou à Shanghai, on va dire à la chinoise, hein, c'est-à-dire qu'on n'est absolument pas sûr des chiffres que l'on peut avoir et qu'on peut connaître. Ce qui est certain, c'est qu'on a eu, on le sait, cette question économique qui est devenue extrêmement forte en disant la population chinoise ne va pas supporter longtemps, non pas le confinement, mais les conséquences économiques que cela peut avoir. Donc là, on peut se demander si en fait on n'est pas reparti parce qu'il fallait repartir. Et que là, pour le coup, on peut avoir peut-être des redémarrages d'épidémies. Les scientifiques devront travailler sur ce redémarrage, mais la question économique est très très présente, on va dire, du point de vue politique au sein du Parti communiste et au sommet du Parti communiste. En particulier, on va dire, dans l'opposition interne, si on peut parler de ça, parce que ce n'est pas vraiment une opposition qui se manifeste, mais que peut sentir Xi Jinping sur cette affaire extrêmement grave pour lui. Marie-Paule Keny, lorsque vous regardez la carte du monde, où sont les angoisses pour les spécialistes et les virologues que vous êtes? C'est l'Afrique? Alors, bien sûr, il y a l'Afrique, parce que l'Afrique est un inconnu, et l'Afrique est un continent où les systèmes de santé sont plutôt plus faibles, où les gens sont très pauvres. L'Afrique est souvent laissée de côté, donc quand il y aura des médicaments, quand il y aura des diagnostics, des vaccins, est-ce que l'Afrique va être inclus? Et donc ça c'est très très important d'essayer de supporter et autant que possible de diminuer la pression sur l'Afrique. Mais pour l'instant elle n'est pas touchée l'Afrique, moins touchée que l'Europe par exemple. Mais beaucoup moins. C'est pour ça qu'il faut aider l'Afrique à mettre en place les mesures qui sont nécessaires. Mais je voudrais dire, on a parlé de la Chine. Je pense que la Chine et la Corée sont 2 modèles différents. La Chine a réussi à mettre le génie dans la bouteille, si je peux dire, comme le monde entier avait fait avec le SRAS. Hein, on prend le SRAS, on le met dans la bouteille, on met le bouchon, c'est fini. C'est un peu ce qu'a fait la Chine avec le Covid. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que la Chine qui a réussi à le faire. Donc le génie, il est partout ailleurs. Et donc la difficulté pour eux, ça va être de savoir combien de temps ils vont pouvoir gérer la situation où les autres sont contaminés et eux pas, où ils mettent en quarantaine pendant 15 jours tous les étrangers qui rentrent. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour sortir de cette situation? Alors, quand vous regardez, ce qui est intéressant, c'est qu'à la Corée, ils ont très bien géré, ils ont eu peu de morts, mais les cas continuent. Donc, les cas continuent. Donc, quelque part, ils bâtissent une immunité aussi de population au sein de la Corée, peut-être en attendant d'avoir un vaccin. Mais les modèles, je dirais quand même que le modèle chinois et le modèle sud-coréen de prendre en charge l'épidémie a quand même été assez différent. Pardon de revenir sur l'Afrique. Le directeur général de l'OMS dit « L'Afrique, mon continent, devrait se préparer ». Est-ce qu'on les aide à se préparer? Vous disiez c'est une préoccupation majeure. Est-ce qu'on les aide à se préparer? Absolument. On les aide. Il faut savoir aussi que l'Afrique sait souvent a déjà su montrer leur capacité de gérer une épidémie. Hein. L'Afrique de l'Ouest a géré son épidémie d'Ebola. Le Congo est en train de se débarrasser d'Ebola aussi. Ils savent ce que c'est que de faire du diagnostic, d'isoler une personne, d'isoler les contacts, etc. Donc, on va voir comment ils vont arriver à se débrouiller là. Mais il y a beaucoup d'aides pour les aider à avoir des diagnostics, pour l'assistance fonctionne. Mais il faudrait qu'elle fonctionne encore plus, je crois. Et les sommes qu'il faudra mettre en œuvre sont certainement beaucoup plus importantes que ce dont on parle actuellement. Est-ce que la moyenne d'âge du continent africain peut jouer? C'est un continent très jeune, 19 ans. L'âge moyen du continent africain, c'est 19 ans. Vous nous avez expliqué les uns et les autres spécialistes que c'était une maladie qui était évidemment beaucoup plus dangereuse pour les personnes âgées. Est-ce que cette moyenne d'âge peut jouer dans le fait que le virus soit moins mortel sur le continent africain? C'est évident que l'épidémie n'est pas du tout la même en fonction de la composition géographique
socio-géographiques et et métaboliques. Alors quand je dis métabolique, quand on revient un peu aux facteurs de risque d'avoir des complications de l'infection, on voit qu'au-delà de l'âge, il y a aussi les conditions métaboliques sous-jacentes, en particulier le surpoids, voire l'obésité, et puis tout ce qui est complications cardio-respiratoires, toutes les pathologies antérieures cardio-respiratoires. Et on n'est pas tous égaux face à ces facteurs de risque. Comme vous dites, en Afrique, ils sont beaucoup plus jeunes. En Asie, il y a beaucoup moins de problèmes de surpoids. Au contraire, aux États-Unis, il y a gros problèmes de surpoids, gros problèmes de pathologie cardio-respiratoire antérieure. Donc on peut s'attendre à ce que l'impact clinique de l'épidémie ne soit pas le même en fonction des pays et donc de la composition de la population. La composition, voilà. Et vous diriez la même chose pour l'Amérique latine? Pareil, je pense qu'il y a un problème aussi assez prégnant de surpoids en Amérique latine. Donc ça va pas être facile. On a l'impression, et c'est pas grave, que les spécialistes dont vous êtes voient arriver cette épidémie il n'y a pas de situation qu'on peut tellement anticiper. Quand on regarde la carte du monde, on se dit maintenant, on a vu comment ça se passait en Chine, on voit les ravages de cette épidémie en Europe, les zones où le virus n'est pas, on se dit est-ce qu'on ne peut pas davantage se préparer? Marie-Paul Kieny, on a l'impression que, au fond, la vague est lancée et qu'on essaie de combler les brèches tant bien que mal. Oui, bien sûr, mais un des problèmes, c'est que, en dépit des appels de l'OMS depuis des semaines en disant il faut tester, isoler, tester, etc. Et les pays ne l'ont pas fait en disant allez, on y va. Quand on voit, pour parler de l'Afrique encore, tout le monde pense. Surtout dans les pays plus riches, plus affluents, que c'est normal que des pays aussi pauvres que la Guinée, la Sierra Leone, le Congo arrivent à détecter une épidémie, à tester tous les cas, les mettre en confinement, à tester leurs contacts. Et on n'a pas fait ça, donc c'est vraiment dommage. Mais c'est pour ça et je pense que le directeur général de l'OMS continue à dire, il faut continuer à faire ça. Il faut continuer à tester, il faut continuer à essayer de gérer au mieux possible dans les pays qui peuvent le faire. Marie-Paul Kieny, on adorerait tester, mais j'ai bien compris que la France n'avait pas notamment de tests suffisants pour appliquer cette politique-là. Vous confirmez? Si on en avait, on le ferait, non? Maintenant, oui, mais dans les pays dans lesquels il y a encore beaucoup moins de cas, on peut encore tester tous les cas. C'est exactement. C'est très important ce que dit Marie-Paul Kieny. Quand on parle de dépistage, de tests, il faut savoir de quoi on parle. De quoi on parle exactement. Il faut savoir ce qu'on entend par le dépistage ou le diagnostic. Quand on parle de dépistage, c'est vraiment quand on veut appliquer une mesure très précise pour éviter l'expansion de l'épidémie. Donc dépister au tout début d'une épidémie, comme on a pu le faire par exemple en France, quand on a eu les premiers cas regroupés, par exemple au Contamine Montjoie en Savoie, où on a là dépisté, donc on a diagnostiqué les personnes malades et on a dépisté les autres personnes qui n'avaient pas encore de symptômes. Et donc on a pu les isoler et éviter que ça ne se propage. Donc encore faut-il faire ça à tous les endroits où on détecte des cas, où on diagnostique des cas, on dépiste autour. C'est vraiment la différence entre le diagnostic et le dépistage. Et puis à partir du moment où malheureusement on se fait déborder, et comment on s'est fait déborder en France, je pense que ce qui s'est passé dans le Grand Est au rassemblement d'un très grand nombre de personnes qui ensuite ont essaimé, beaucoup en Ile-de-France d'ailleurs. Nous, les premiers cas qu'on a vus de positifs, c'était des personnes qui étaient à ce rassemblement. À partir de ce moment-là, ce rassemblement s'étant étendu partout et a infecté un grand nombre de personnes, là, on s'est fait déborder par le dépistage qui n'a plus été possible. Et donc, on est passé dans une phase de diagnostic où on a diagnostiqué les personnes malades et les autres, on ne les a pas diagnostiquées. C'est le cas de l'Italie et de l'Espagne aussi. C'est ça qui s'est passé en Italie et en Espagne? C'est exactement ce qui s'est passé en Italie et en Espagne, où en fait, on est passé trop rapidement vers une expansion de l'épidémie alors que le dépistage n'a pas pu être appliqué de façon assez efficace. Je voudrais, si c'est possible, qu'on revoie la carte du monde qu'on a vue depuis le début de l'émission, parce qu'il y a un pays où il y a assez peu de contamination, le voilà, c'est la Russie.
La Russie, on a l'impression que le virus s'arrête aux frontières de la Russie. Qui est-ce qui peut répondre à cette question? Pascal Boniface. La Russie a fermé sa frontière rapidement avec la Chine, d'une part. Et puis, il y a moins de mobilité. Et puis, peut-être que simplement, on ne sait pas tout ce qui se passe dans ce très grand pays dans lequel le contrôle de l'information est relativement sévère. Donc, il y a peut-être le fait que la Russie est quand même moins plongée dans la globalisation que la Chine, en termes d'échanges économiques, en termes de mouvement de population. Elle s'est fermée assez rapidement, mais on ne sait certainement pas tout ce qui se passe en Russie. Il y a quand même des cas. Il y a quand même des cas qui ont été signalés à Moscou. Deux décès aujourd'hui. Poutine s'est rendu, a voulu lui aussi montrer qu'il était en charge, etc. Mais on ne peut pas être certain de savoir tout ce qui se passe en Russie, non seulement à Moscou, et encore plus dans le reste du pays. Philippe de Sertine. Je crois que vraiment la question des statistiques en ce moment est une des questions les plus épineuses. On le voit d'ailleurs en France, donc on a le problème nous en France, mais répétons-le, dans tous les pouvoirs totalitaires du monde, on voit qu'on a très très souvent une difficulté à connaître la vérité quand on arrive à la connaître. Et je pense qu'en ce qui concerne la Russie, c'est compliqué de dire que, comme vous dites, le virus se serait arrêté à la frontière. On est très probablement là dans une information qui est une information encore tout à fait parcellaire. Et il n'est pas certain qu'on ne l'ait jamais, mais on va dire que lorsqu'effectivement l'épidémie devient incontrôlable, là, effectivement, les pouvoirs sont obligés à la fin de donner une information un peu plus précise. On risque d'avoir ce type d'information. Mais quand je dis ça, vous voyez, on évoque la Russie, on a eu cette même question sur les États-Unis, où on a eu au départ probablement, je dirais, une sous-estimation très très forte parce qu'on ne voulait pas savoir que finalement le virus était dans le pays. Marie-Paul Keny, est-ce qu'un pays doit rendre des comptes à l'OMS? On parlait de la circulation de l'information qui était visiblement plus compliquée dans certains pays que d'autres. Est-ce que la Russie peut choisir de communiquer ou pas sur un nombre de cas vis-à-vis de l'OMS? Comment est-ce que ça se passe? Non, tous les pays doivent rapporter. Le règlement sanitaire international de 2015 est très clair. Il y a des maladies à déclaration obligatoire et ces maladies les cas doivent être rapportés à l'OMS. Alors, les cas, on voit que les cas qu'on teste aussi, qu'on détecte, ça aide aussi dans certains pays à minimiser le nombre de cas réels. Mais la Russie commence quand même à prendre des mesures puisque Poutine a décidé de mettre le pays en vacances pour une semaine. Ouais. Donc, s'il fait ça, c'est que en fait, ça doit bouillonner quelque part. Il y a aucun doute. Et il a reporté le vote de sa réforme constitutionnelle qui lui tient à cœur, on s'en doute, et il s'adressera aux Russes qu'il n'a pas fait depuis très longtemps. Vous disiez ça bouillonne, peut-être qu'on va en savoir peut-être un peu plus sur l'avancée du coronavirus en Russie, à New York en tout cas. On en a parlé à l'instant. Les cas doublent désormais tous les 3 jours. L'OMS craint que les États-Unis ne deviennent après l'Europe le nouvel épicentre de la maladie. Certains États appellent à un confinement national, mais Donald Trump estime, vous allez l'entendre, que la récession serait pire que le virus. Mathieu Lignot et Aurélie Saner ont compilé ces réactions. How would you rate your response to this crisis? L'Amérique ne sera jamais une nation suppliante. Nous serons une nation fière, prospère, indépendante et autonome. Nous ferons du commerce avec tous, mais nous ne dépendrons de personne. Surtout, nous savons que la meilleure chose pour notre économie et le monde en ce moment est une victoire très très massive contre le virus. Chaque jour, les Américains font la démonstration de leur unité et de leur détermination, qui ont toujours défini le caractère de notre nation. Nous allons perdre un certain nombre de personnes à cause du virus, mais nous allons perdre encore plus de personnes en plongeant notre pays dans une récession massive ou une dépression. On va perdre du monde. Il va y avoir des suicides par milliers. Beaucoup de choses de ce genre vont se produire. On va connaître l'instabilité. Vous ne pouvez pas arriver et dire « Allez, fermons les États-Unis, le pays le plus évolué du monde, et de loin ». Pâques est un jour très particulier pour moi.
Et ce que je vois en pensant à la chronologie, je dirais que ce serait génial de voir les églises pleines. Vous savez que toutes les églises n'ont pas l'autorisation de recevoir tous leurs fidèles. Dimanche, j'ai regardé la messe en ligne. C'était super, mais en ligne, c'est pas comme y être vraiment. Donc je pense que le dimanche de Pâques, avoir des églises pleines partout dans le pays serait un moment magnifique. I think it would be a beautiful time. Thank you very much. Oops. Yeah, that's good. En voyant ces images, on a l'impression qu'il continue de prendre la situation avec une forme de légèreté. Il est dans le déni total, puisque là, tous les téléspectateurs voient qu'il n'est pas à une distance par rapport aux journalistes qu'il interviewe, et que donc il est coronavirus sceptique comme il est climato-sceptique. C'est qu'il pense effectivement que l'Amérique est un pays de liberté, que c'est un pays fort, qu'il y a des choses beaucoup plus graves que cela, et que l'important c'est que chacun puisse continuer à se déplacer et à produire. Alors il y a à la fois, je crois, une part pour une fois de sincérité chez lui certainement, parce qu'il croit vraiment à cette profondeur de l'Amérique, et puis une part évidemment de calcul, parce que il a sa grande crainte, c'est que l'économie s'arrête et que en novembre on vienne lui présenter l'addition et qu'il la paye. Donc c'est aussi sa réélection qui est en jeu. Et comme pour l'instant il base sa communication électorale sur la très bonne santé de l'économie américaine, qui ne s'est jamais aussi bien portée grâce à lui, c'est sûr que si les compagnies pétrolières au Texas font faillite, s'il y a une hausse comme le prédisent certains, je ne sais pas ce qu'on va dire Philippe de Sertine là-dessus, mais une hausse très forte du chômage, etc., là, ça sera beaucoup plus compliqué pour lui. Donc, il est toujours dans le déni, finalement. Il n'admet pas la réalité de la crise. Pourquoi l'OMS est si inquiète de la situation aux États-Unis? Qu'est-ce qu'il faut craindre aux États-Unis? Je pense qu'il y a deux choses qui risquent d'être très difficiles. Donc déjà, la démographie est assez compliquée et comme je le disais tout à l'heure, avec un état de santé de la population qui est quand même assez particulier, beaucoup de gens qui sont très obèses, voire très obèses. C'est un facteur aggravant. aggravant. On sait que c'est un facteur extrêmement aggravant. Quand on regarde actuellement en France les personnes qui passent en réanimation et qui ont moins de 60 ans, une grosse majorité vraiment, sont en gros surpoids avec des gros facteurs de risque métabolique. Donc, quand on voit la situation aux États-Unis, on peut être assez effrayé par ça. Et puis, l'autre chose qui est extrêmement importante et différente avec le système européen, c'est qu'il y a un système social qui est très défavorable aux États-Unis par rapport à la France, où le système médical fait qu'on a accès à l'hôpital, aux réanimations, etc., sans qu'on ne sorte un centime de sa poche. Alors évidemment, c'est pas gratuit, hein, ça a un coût, mais c'est la société qui en porte le coût, alors qu'aux États-Unis, c'est l'individu qui en porte le coût. Et donc les personnes qui n'ont pas de sécurité sociale, malheureusement, ce sont souvent celles qui sont le plus défavorisées sur le plan économique et sur le plan de la santé. Et donc c'est eux qui vont être en grande difficulté. Marie-Paul Kieny, sur la situation aux États-Unis, je le disais tout à l'heure, la situation à New York est assez spectaculaire. Les cas doublent désormais tous les 3 jours et on redoute, j'ai lu ça dans quelques publications de vos collègues scientifiques, que New York se transforme en nouveau Wuhan. C'est-à-dire vraiment un épicentre d'une pandémie massive. Est-ce que c'est ce que vous entendez aussi? Tout à fait. Et le doublement tous les 2-3 jours, c'est ce qu'on a vu dans les autres pays. C'est ce qu'on voit en Espagne, ce qu'on voit en Italie. Les États-Unis font la même chose. Et donc, il y a un grand risque, surtout effectivement, comme on vient de le dire, à cause du système de santé, à cause du fait aussi que la plupart des gens n'ont pas d'assurance s'ils tombent malades. Donc, ils vont continuer à travailler jusqu'au dernier moment, quitte à contaminer tous leurs voisins de bureau. Et donc, tout ça, c'est un parfait mélange pour une bombe à retardement de coronavirus. Cette question qui nous est posée ce soir, les États-Unis, comme l'Europe et l'Inde, ne seront-ils pas obligés de prendre des mesures plus strictes, Philippe de Sertine? On voit bien qu'il y a une résistance, on l'a entendu dans les discours de Donald Trump, de dire une récession pour les États-Unis, ce serait pire qu'un virus. Mais est-ce qu'il va pas mais vous savez, oui, on a l'impression que, en fait, dans, on va dire, la logique de Donald Trump, c'est le problème économique, l'effondrement des bourses mondiales qui l'ont réveillé. Vous voyez, en réalité, sur la question médicale, on sait que ça a été un des points sur lesquels il a voulu se démarquer depuis le départ, notamment des démocrates. Il a cassé le système de santé qu'avait mis en place Obama, le fameux Obamacare. Mais à la limite, ça, il se dit, de toute façon, beaucoup d'Américains qui ont voté pour moi sont d'accord avec ça. En revanche, c'est l'effondrement de l'économie qui a sonné véritablement pour lui
l'idée qu'il fallait faire quelque chose. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que on n'est pas encore dans des mesures de confinement. Les mesures de confinement sont décidées État par État. Là, vous avez dit New York, c'est l'État de New York, la Californie, mais c'est pas fédéral. C'est-à-dire qu'en réalité, autour de Donald Trump, on n'a pas décidé de fermer les États-Unis. En revanche, il y a eu une décision qui est en train d'être votée, là, elle doit être votée au Sénat pour être passée à la Chambre des représentants, pour un plan de relance absolument gigantesque. C'est-à-dire, ce qui est assez incroyable, c'est que 2 000 milliards de dollars. Oui, il est déjà, oui, on va pouvoir peut-être en parler, c'est-à-dire il est dans l'idée de distribuer de l'argent à tous les ménages les plus pauvres américains, enfin les plus pauvres jusqu'à 100 000 $ annuels par personne, c'est-à-dire on peut avoir jusqu'à 200 000 $ par personne, par couple, pardon, qui donnerait lieu à des aides. Donc quelque chose dans lequel, en quelque sorte, je crois qu'on doit bien avoir conscience de ça. Les États-Unis et Donald Trump se projettent dans l'après. Et c'est ça qui est extrêmement grave, c'est qu'en fait, pour le moment, il est en réalité toujours dans le déni. Il n'envisage pas la fermeture des États-Unis. Il est là uniquement dans la question de la relance économique, en disant, en fait, le problème, c'est les marchés boursiers qui s'effondrent, les marchés boursiers remontent, il a réglé une partie du problème. Et là, effectivement, quand en tant qu'économiste, on écoute évidemment là, les spécialistes de la santé, on a le sentiment qu'aux États-Unis, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est le spécialiste de l'économie, d'ailleurs, en l'occurrence Steve Mnuchin, le secrétaire d'État au Trésor, qui est tout le temps dans le bureau du président, en lui disant président, on va sur une catastrophe, sur une récession, sur une dépression. Il a ces mots-là à la bouche. Il ne parle pas, lui, d'une grande épidémie. Il parle d'une dépression économique. Il a un conseiller économique, mais il a aussi un conseiller santé qui s'appelle Anthony Fauci, qui l'a contredit publiquement. Ah oui. Alors, on est extrêmement heureux dans la communauté scientifique et médicale qu'Anthony Fauci soit arrivé aux manettes. Anthony Fauci, c'est quelqu'un qui a une très grande envergure scientifique, qu'on connaît très bien, qui a été un des grands scientifiques qui a travaillé en particulier sur le VIH, épidémie de VIH-Sida, et qui s'est beaucoup investi depuis très longtemps, qui a une grande reconnaissance de la part de la communauté. Et le fait qu'il ait été appelé, alors qu'il est, on ne peut pas dire qu'il soit du côté de Trump, hein, politiquement, etc., qu'il ait été appelé à la rescousse, ça prouve bien qu'il a quand même péril à la demeure et qu'on a réussi à imposer à Trump un conseiller qui a la carrure et la reconnaissance suffisante de ses pairs pour pouvoir le contredire en public, comme on l'a vu, avec beaucoup de tact, d'ailleurs, avec beaucoup d'intelligence. C'est un homme très intelligent et j'espère que, justement, en l'ayant mis aux manettes, ça va contenir ce côté éruptif de Trump qui est complètement inapproprié pour dans ce moment-là. On parlait de la santé et de l'économie. Juste cette phrase de Bruno Le Maire, on disait tout à l'heure que tout le monde regarde ce qui est en train de se passer aux États-Unis, qui explique que l'impact du virus aux États-Unis est décisif pour l'économie française. On a commencé cette émission en parlant de cette guerre mondiale contre un ennemi commun qui est le virus. Mais il y a des tensions qui sont en train de naître entre les États-Unis et la Chine. Alors, ce n'est pas la première fois qu'il y a des tensions entre ces deux géants. Cette fois-ci, en se disputant sur l'origine du virus, avec des mots assez fermes de la part de Trump et de la part de Xi Jinping. Oui, effectivement. Alors Trump essaye de refiler la patate chaude ailleurs pour dire c'est pas de ma faute, ce sont les Chinois qui veulent briser l'économie américaine, les Chinois qui pillent les États-Unis depuis longtemps et qui maintenant introduisent la maladie. Et les Chinois, de façon, je veux dire, pour le moins inconvenante, un vice-ministre a dit que c'était un complot américain, a alimenté des thèses complotistes, disant que c'est un complot américain pour ruiner l'économie chinoise. Donc c'est vraiment un niveau. Mais c'est un niveau. Alors pardon, parce que les théories complotistes, elles font florès sur les réseaux sociaux. Donc il y a un épisode qui est repris en boucle par un officiel chinois. Par un officiel chinois. C'est une audition du 12 mars d'un responsable américain qui explique que certains décès ont peut-être été à tort attribués à la grippe saisonnière et qu'il s'agissait peut-être du coronavirus. Ce à quoi les Chinois ont dit regardez, il date de quand le patient zéro aux États-Unis? Ça alimente l'idée que les États-Unis auraient menti sur le premier cas de coronavirus. Oui, complètement. Mais surtout, c'est vraiment alimenter le complotisme de la part des Chinois en disant que les Américains sciemment auraient introduit la maladie en Chine pour briser l'ascension de la Chine, ce qui n'a pas de sens puisque les États-Unis sont aussi atteints. Mais malheureusement, il n'y a pas qu'avec la Chine que Trump se dispute. Il est président en titre du G7. Il ne réunit pas le G7. Normalement, il y a une réunion du G20 par téléconférence. Le G7, il a coupé les vols entre les États-Unis et l'Europe sans consulter personne, informer personne. C'est qu'il gère cette crise qui, comme vous l'avez dit, est une crise mondiale, il la gère de façon nationale. Donc on est quand même là avec le pays le plus puissant du monde, le premier pays au monde, qui gère
pour des raisons purement nationales, une crise qui est mondiale. Et même si c'est de la communication, on voit quand même la différence. La Chine qui, elle, dit on va aider, et qui vont... Alors, ils le font savoir. Hein, bien sûr, c'est ça la communication politique. Ouais. C'est ça la propagande, si vous voulez. Mais ils le font savoir, mais que proposent les États-Unis à l'Afrique? Que propose là la Chine en train de marquer des points sur le plan géopolitique? Parce que quelque part, ils vont faire une sorte de version sanitaire des routes de la soie, en proposant notamment aux pays africains une aide. Alors bien sûr, c'est ils le font avec l'Italie, qui a signé les nouvelles routes de la soie, avec l'Éthiopie. Voilà, et donc ils le font avec plusieurs pays. Pendant ce temps-là, les Américains ne font rien. Et donc c'est quand même sur le plan de la compétition entre ces deux géants qui sont dans des camps maintenant de plus en plus opposés, c'est quand même une erreur de Trump de ne pas voir l'ampleur mondiale de la crise et les réactions à l'échelle mondiale que les États-Unis devraient mener. Et donc oui, la Chine marque des points parce qu'on lui laisse marquer des points, et c'est là en fait une responsabilité, et heureusement que l'Europe agit pas de la même manière. Et Mike Pompeo aujourd'hui a déclaré que les pays du G7 ont constaté une campagne de désinformation chinoise. Philippe de Sertine, on a l'impression de revenir il y a quelques mois dans une bataille qui était à l'époque une bataille commerciale entre la Chine et les États-Unis. Là, ce sont des invectives qui portent sur l'origine du virus. Oui, je crois que le conflit entre les deux grands est en train de prendre une tournure absolument incroyable avec ce coronavirus. Je crois vraiment, quand on évoque là le fait qu'on se renvoie la balle sur l'origine du virus, on est quand même au sommet de ces deux plus grands États, quoi. Là, quand vous disiez des thèses complotistes, on est quand même très très haut. Quand Donald Trump disait ce virus chinois, c'est-à-dire effectivement disant grosso modo que c'était une arme envoyée par la Chine contre le reste du monde. Donc on est vraiment là dans quelque chose aussi qui marque, à mon avis, un tournant dans les relations internationales, et peut-être aussi un tournant dans la manière dont Trump a envisagé son mandat. C'est-à-dire, pour le moment, il avait réussi finalement, depuis son élection, à stigmatiser les Chinois, en tout cas vis-à-vis de l'opinion publique américaine. C'est son seul problème, c'est la seule chose qui l'intéresse. Il faut être bien clair, c'est la seule chose qui intéresse aussi l'opinion publique américaine, qui est la plupart du temps absolument pas intéressée par le reste du monde. Mais donc, il avait stigmatisé les Chinois en disant c'est eux l'origine de nos problèmes, mais vous voyez, avec les mesures que j'ai prises, l'Amérique va bien d'un point de vue économique, et là, tout d'un coup, patatras, ça s'effondre. Et là, c'est vrai qu'évidemment, le risque, c'est quand même de voir, on va dire, l'affrontement devenir plus radical. Pour un Trump aux abois, il lâche ses coups, on va dire, avec effectivement, finalement, des arguments qui sont de plus en plus incroyables. D'autant qu'il faut le dire encore, et là vous avez évoqué tout à l'heure le mot de notre ministre de l'économie, la crise qui s'accentue aux États-Unis, ça peut être extrêmement grave pour l'économie mondiale. C'est-à-dire que tout le monde, là pour le coup, va prendre. On est déjà avec des conséquences très lourdes, je dirais, de l'influence du dollar, de l'influence de la dette américaine. On ne se rend pas compte là ce qui se passe, mais c'est quelque chose d'extrêmement grave. Si les États-Unis vont mal, là pour le coup, le reste du monde va aller de plus en plus mal, Chine comprise. Mais vous voyez, on est dans une situation où les États-Unis, vous l'avez dit, je crois à un moment donné, c'est aussi le tournant de cette crise, parce que si les États-Unis rentrent véritablement, eux, en épidémie, et clairement aujourd'hui n'en ont pas pris la mesure, clairement ne semblent pas avoir les mesures de l'enrayer, alors là, on peut avoir des conséquences pour le reste du monde, Chine comprise. Ouais. Karine Lacombe. Oui, vous n'avez pas de doute sur le fait qu'ils vont entrer dans cette crise? En revanche, ils peuvent faire le pari qu'ils vont sacrifier les personnes qui sont les plus à risque de décéder. Donc, peut-être un sacrifice humain pour ne pas avoir à sacrifier une économie. C'est ce que dit précisément Jair Bolsonaro au Brésil. Il assume de cette manière-là. Et c'est ce qu'avait dit Boris Johnson au début, avant de rétro-pédaler. Marie-Paul Kenny, juste sur cet aspect-là, je voudrais avoir votre regard à vous. Quand vous regardez ce qui se passe, y compris des situations qui sont absolument incroyables, des vols de masques entre certains pays qu'on a vu, y compris à l'échelle européenne, est-ce que, quand on est à la place qui est la vôtre, on craint aussi des tensions internationales dans la gestion de cette crise? On voit bien tout à l'heure, on peut l'appeler de nos voeux, la réponse internationale à un conflit mondial contre un ennemi commun. C'est pas le cas, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. On voit que c'est quand même plutôt le règne du chacun pour soi. C'est vrai, mais les périodes de crise sont les périodes où on voit à la fois le meilleur et le pire des gens et des autres. Donc il est vrai qu'il y a des comportements tout à fait odieux. Et à la fois, on voit une solidarité qui se met en place. On voit les Allemands qui prennent les malades français. On voit une solidarité. Donc,
je crois que le monde était dans une situation de stupéfaction. En Europe, quand c'est arrivé, on pensait tout le monde pensait, pas nous, c'est pas nous, pas possible. Puis après ça, les Italiens. Mais là, tout le monde y est. Et j'espère que la solidarité va prendre le pas sur l'égoïsme. Mais c'est pareil au niveau des individus. Tout le monde s'est jeté sur le papier toilette. Espérons que la lutte du papier toilette ne se règle pas avec les armes aux États-Unis. Un mot, pas sur le papier toilette, mais sur cet aspect-là géopolitique de la crise. Dans toutes les périodes de crise intense, il y a le meilleur et il y a le pire. Mais il y a quand même, faut le dire, plus de meilleur que de pire. On voit quand même il y a plus de solidarité, plus de gens qui se rebellent, qui sont prêts à aider, qui prennent des pays qui s'entraident. Et qui s'entraident. Et malheureusement, il y a le côté noir, mais mettons en avant quand même tout ce qui est positif et c'est le plus important. Vous avez parlé du G20 extraordinaire, c'était Macron et Xi Jinping qui l'ont demandé. Il va avoir lieu, ça sera en visioconférence. En visioconférence demain normalement. Voilà. Donc il y a peut-être une réponse concertée au niveau mondial qui peut se mettre en place à la fois sur le plan sanitaire et sur le plan économique. Vous avez parlé de la solidarité des Allemands qui prennent des malades, notamment des malades français. C'est un chiffre qui interpelle. Le taux de mortalité en Allemagne est quasiment 10 fois inférieur à celui de la France. Berlin a la chance de pouvoir compter sur 25 000 lits de réanimation et disposer de stocks de tests. Pas besoin d'attestation en Allemagne pour sortir de chez soi. Angela Merkel a choisi de faire confiance au civisme des Allemands. Paul-Rémy Barjavel, Nicolas Baudry-Dasson sur le modèle allemand. Des patients français transportés par hélicoptère atterrissent sur le toit de cet hôpital allemand. Depuis samedi dernier, la région du Bade-Württemberg accueille des Français atteints du Covid-19 et qui ont besoin d'une assistance respiratoire. Nous sommes fiers de pouvoir aider nos collègues français, nos voisins, nos amis. Et bien sûr, indépendamment de l'endroit où nous nous trouvons, il s'agit d'êtres humains que nous devons et que nous voulons aider. En France, la région Grand Est est confrontée à un engorgement de ses services de réanimation, malgré le déploiement de l'hôpital de campagne installé par l'armée. D'autres établissements allemands ont ouvert leurs portes aux Français, car la région du Bade-Württemberg dispose de 2300 lits équipés d'assistance respiratoire. Actuellement, nous avons l'avantage d'avoir encore de la capacité et nous pouvons nous préparer à une vague potentielle de cas. Nous avons mis en place un service de soins intensifs qui peut accueillir des patients supplémentaires et pour le moment, il y a 3 patients dans le service. Nous avons donc de la place. L'Allemagne compte 25 000 lits en réanimation, contre 5 000 en France. L'une des raisons invoquées pour expliquer le faible taux de mortalité lié au Covid-19 de l'autre côté de la frontière. Le pays compte actuellement 31 554 cas confirmés et 149 morts recensés, soit un taux de mortalité de 0,47% contre 9,2% en Italie et 4,9% en France. Autre raison mise en avant, la capacité de dépistage. Les autorités allemandes réalisent plus de 15 000 tests par jour. C'est beaucoup plus qu'en France. Les laboratoires fonctionnent 24 heures sur 24, comme ici dans cet hôpital de Stuttgart, pour multiplier les tests. Le principal goulot d'étranglement, ce sera sans doute le manque de personnel, plus que les lits en soins intensifs et les ventilateurs. En Allemagne, pas de confinement général pour contrer la pandémie de Covid-19 pour l'instant. Mais depuis dimanche dernier, les rassemblements de plus de 2 personnes dans l'espace public sont interdits pour au moins 2 semaines. D'abord, les citoyens doivent réduire les contacts entre eux, surtout en dehors des ménages. Ensuite, en public, dans la mesure du possible, une distance minimale d'1,50 m ou même 2 mètres doit être maintenue entre les individus. La chancelière Angela Merkel s'est mise elle-même en quarantaine après avoir été en contact avec un médecin testé positif au Covid-19. En Allemagne, l'épidémie continue sa progression. Le nombre total dans le pays s'élève actuellement à 38 cas
pour 100 000 habitants. Comme prévu, ce chiffre est en augmentation. Nous sommes au début de cette épidémie et le nombre va encore augmenter. Selon les experts, le pays aurait plus de 10 jours de retard sur l'Italie. Or, l'évolution du nombre de morts est exponentielle au fur et à mesure de la progression de l'épidémie. On était déjà en train de parler de la situation des Allemands. Cette question, les Allemands s'en sortiraient-ils mieux car ils sont disciplinés, contrairement aux Latins et surtout aux Français? Alors sur le confinement, bon. Je sais pas, alors il n'y a pas vraiment de confinement il n'y a pas de confinement coercitif en tout cas. C'est un confinement volontaire qui fait appel au civisme de nos apparemment, ils ont voisins. Des moyens. Alors, 25 000 lits de réanimation en Allemagne, quand nous, on en compte 5 000. Alors maintenant, on a étendu, voilà, on est à 12 000. On peut monter à 12 000, voilà, donc on en a quand même moitié moins. Alors, pour en avoir beaucoup discuté avec mes collègues allemands, parce que c'est une situation qui est très particulière pour un pays qui est très semblable à celui de la France, en dehors des lits de réanimation, il y a peut-être 3 facteurs qui expliquent pour l'instant cette situation. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui décèdent sans avoir eu de diagnostic Covid qui est fait. Donc ça peut expliquer une petite partie. L'autre partie, c'est qu'ils ont beaucoup plus de tests que nous. Donc en fait, les Allemands, dès le 23 janvier, à Munich, ont mis un test au point, un test de dépistage, et tout de suite, ce test a été disséminé dans toute l'Allemagne. Et donc, ils ont testé à beaucoup plus grande échelle que nous, très tôt, ce qui fait qu'on en revient à ce que je disais tout à l'heure, le dépistage, le diagnostic. Eux, ils ont pu, dès la phase de dépistage, mettre en place ce dépistage massif, pas à l'hôpital, mais en ville. Donc, ils ont des structures ambulatoires basées en ville qui ont fait du dépistage. Et dès qu'une personne était positive, eh bien, on lui a proposé le confinement et toutes ces mesures de confinement à l'échelle individuelle ont été mises en place. Et puis, la troisième chose que mes collègues m'ont rapporté, c'est que probablement l'avancée de l'épidémie est en retard par rapport à nous. Donc, j'ai entendu dans le reportage 10 jours, mes collègues m'ont dit 15 jours. Donc, ils sont encore très dubitatifs sur la situation auquel ils auront à faire face dans 15 jours. Marie-Paul Kenny, sur la situation allemande? Oui, alors absolument. Donc, ce qui vient d'être dit sur le dépistage est totalement vrai. Donc, ils ont réussi à quand même freiner l'avancée de l'épidémie. Il faut savoir aussi que dans la mesure où ils dépistent et diagnostiquent beaucoup plus de gens, ce qu'on appelle ce fameux dénominateur. Parce qu'effectivement, le taux de mortalité, c'est le nombre de morts sur le nombre de personnes qui sont infectées. Alors, plus on teste, plus on augmente le nombre de personnes infectées, et plus ce dénominateur augmente, et plus le taux de mortalité baisse. Donc, c'est aussi une question de statistique. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que les chiffres donnent aussi chaque jour le nombre de personnes, les statistiques qui sont dans un état critique. Et là aussi, les Allemands ont pour le moment, en état critique, beaucoup moins de malades qu'en France ou qu'en Suisse ou qu'en Espagne. Donc effectivement, ils sont en retard. Ils ont bien pris la mesure et ils ont pris les bonnes mesures. Il va falloir voir si à terme, ça leur permet de dépasser plus facilement le pic de l'infection. Mais on découvre, à l'occasion de cette crise, Philippe de Sertine, qu'on parle beaucoup en France des dépenses de santé qui sont très élevées par rapport à certains de nos pays, des voisins européens. Là, on découvre que l'Allemagne a un système de santé très performant, très efficace. On fait souvent la leçon aux autres sur le modèle social français. Cette fois-ci, on découvre qu'ils sont solides en la matière, les Allemands. Oui, on peut avoir, enfin, c'est intéressant, ce ne sont pas des corrélations qu'il faut faire encore trop vite, mais c'est vrai que les Allemands ont des finances publiques tout à fait positives, pas de déficit, mais ils ont concentré leurs investissements dans un certain nombre de facteurs. Alors on l'a dit, c'est pour ça qu'effectivement il ne faut pas crier victoire trop tôt en Allemagne, c'est que c'est une population très vieillissante, beaucoup plus vieillissante que la française, donc on peut avoir là, on va dire, des jours prochains qui seraient très compliqués en Allemagne. Mais ce qui frappe quand même beaucoup, c'est aussi la capacité de mobiliser des moyens économiques très forts dans la production des tests. Parce que tout à l'heure, au début de l'émission, on a parlé de l'Asie. Il faut rappeler que la politique de la Corée, la politique de Singapour, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, comme la politique de l'Allemagne. Alors là, en Corée et en Singapour, on a été sur des dépistages absolument massifs. C'est-à-dire qu'on a mis d'énormes moyens dans les tests. L'Allemagne a fait la même chose. Et on se rend compte que les pays, a priori, qui gèrent bien, et là, évidemment, je parle
Là, ce n'est que l'économiste qui regarde les statistiques et j'écouterai avec attention les autorités sanitaires, mais elles avaient l'air de dire un peu la même chose, c'est que le manque de tests est quelque chose qui, à chaque fois, est quelque chose de lourd. Et je rappelle d'ailleurs que les États-Unis ont eu le même problème du manque de tests. C'est-à-dire qu'on n'a pas testé au départ parce qu'il n'y avait pas de tests. Alors que tous les pays qui ont eu des tests et qui manifestement avaient eu une politique très forte de production ont été des pays qui aujourd'hui semblent gérer le mieux l'épidémie. Et je répète, je pense qu'il faut être évidemment très prudent et très humble par rapport à la suite des événements, parce qu'à chaque fois, on voit qu'on peut avoir des dégradations très très brutales et que la vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain. Vous avez raison, il faut de l'humilité. Juste, Marie-Paul Kieny peut-être ou Karine Lacombe, on les a les tests? Ils vont arriver en France, les tests? Oui, ça vient, on les a et on en discute beaucoup dans ce comité CARE que vous avez intégré. Absolument, que le président Macron a mis en place, où on discute de savoir quels tests. Il faut de nombreux tests. Il y a des tests pour détecter l'infection immédiate. Il faut des tests aussi pour détecter une infection passée, dans des tests basés sur des anticorps pour savoir quelle pénétration en fait le virus a eu dans la population. On parle de développement aussi d'autotests comme pour le VIH ou pour la grossesse. Et donc il y a des pistes très très prometteuses, mais on n'est pas encore au stade de la production de masse. Vous parlez des tests en Grande-Bretagne aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si ça va être confirmé. On annonce que des tests seront envoyés par la poste aux Anglais pour qu'ils puissent se tester eux-mêmes et faire un dépistage à domicile. Ouais, ça, on n'est pas capable de le faire, nous. Ce sont les autotests. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de fabrication de tests en France, ou alors de façon très marginale. Tous les réactifs des tests et tous les tests en eux-mêmes, que ce soit par exemple les autotests, etc., tout est fabriqué à l'étranger. Donc ça, ce sera probablement une leçon qu'il va falloir tirer de cette crise sanitaire. C'est qu'il faut avoir des capacités de fabrication de tests en France si on veut les déployer rapidement à grande échelle, ce qu'ont les Allemands, par exemple. Les tests sont fabriqués en Allemagne. Et nous revenons maintenant à vos questions. Je crois que je pose cette question tous les jours. Alors, quand le pic de l'épidémie sera-t-il atteint en France ? C'est compliqué à dire. On pense que, on espère peut-être mi-avril. Le pic mi-avril? Alors, on y arrive très rapidement, là. On monte. On espère qu'à partir de mi-avril, on va au moins arriver au pic et à la stabilisation. C'est difficile à dire. Ça se trouve, on va revenir le 15 avril et puis on va se rendre compte que le 30 avril, on sera encore en train de monter. Je n'espère pas. Ça va beaucoup dépendre des mesures de confinement et de la pénétration du virus dans la population. Marie-Paul Kieny? Alors, si on regarde ce qui se passe en Italie, où on a l'impression qu'en fait, le nombre de nouveaux cas par jour depuis 4 jours baisse, et si on suit cette même dynamique, disons, en sachant qu'on était un peu en condition, on devrait commencer à avoir une baisse dans une semaine et voir si c'est stable. Regardez. Avec des mesures de confinement qui nécessairement seront rallongées? Je pense qu'on n'est pas prêt à lâcher. On n'est pas prêt à dire qu'on laisse tomber les dieux. Heureusement, heureusement qu'on n'est pas prêt à dire ça. Le Covid-19, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. À quoi sert l'Europe ? Pascal Boniface. La santé publique n'est pas une compétence de l'Union européenne, donc on ne peut pas lui reprocher de ne pas s'en occuper. L'Europe doit réagir d'un point de vue économique. Et puis on voit le geste de l'Allemagne par rapport à la France, cette solidarité. Mais il y a aussi ce qu'ont fait les Tchèques, qui n'est pas très sympa, de piquer les masques. Non, pas très sympa, comme vous dites. Et donc là aussi, on voit le meilleur et le pire, effectivement. À quoi sert le dépistage systématique lundi négatif, mardi peut-être positif? Justement, c'est le gros problème du dépistage. Nous, on a des patients hospitalisés qui ont tous les signes cliniques d'une infection Covid-19 et on fait le test un jour, c'est négatif, on le refait une semaine après, c'est négatif, et puis on les fait sortir en convalescence et ils ont des signes et le test devient positif. La Chine, pardon. Voilà, l'interprétation des tests, c'est compliqué. La Chine va sortir de la crise bien avant les États-Unis, n'est-ce pas ce qui gêne beaucoup Donald Trump? Philippe de Sertine, très vite. Oui, sûrement, et je vous dis encore pire si la crise est terrible en termes économiques aux États-Unis, parce que ça, effectivement, ça aura des conséquences incontestablement du point de vue politique. Encore une question pour vous, Philippe de Sertine. Et combien de victimes indirectes du virus avec la chute de l'économie mondiale? Ça, alors si on part vraiment, et là pour le coup, pour conclure l'émission, ça ne peut pas être terrible, mais enfin si on part en dépression, comme le mot qu'utilisait le président américain, là pour le coup, il y aura vraiment beaucoup de victimes.
Non, il nous reste quelques questions quand même. Quels sont les États d'Afrique touchés et de quels moyens sanitaires disposent-ils? Marie-Paul Kenny. Alors l'État le plus touché pour le moment, c'est l'Afrique du Sud. C'est parmi les pays africains le pays qui a le plus de ressources d'un point de vue sanitaire. Mais ça commence à grimper dans les autres. Donc essentiellement l'Afrique du Sud, mais ça pousse ailleurs aussi. Dernière question, des virologues et chercheurs du monde entier collaborent-ils pour mettre au point un vaccin? Dites-nous que oui. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et pas qu'un vaccin, un traitement aussi. Donc là, ça fonctionne bien? Il y a une approche collective? Une approche collective, on va dire qu'il y a une approche par diverses pistes avec des informations qui sont partagées collectivement. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h25. On se retrouve demain, 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée sur France 5.